Alors, l'avantage, c'est que ben, si c'est moi qui le traite, c'est comme ça que je me détends. Parce que quand je traite un sujet que personne n'a traité, je me dis, merde, je vais encore dire des bêtises, qu'est-ce qui va se passer? On va me repérer, on va pas y arriver. Et puis je me dis, ben, si je suis le premier, je serai le premier après tout. Alors, je parlais à Monsieur Bernard. Voilà, je mets le titre du jour, c'est les pochettes de disques, c'est la possibilité pour ceux qui n'ont pas d'image de s'en acheter en fait. Et comme j'aime bien les petits jeux, le temps que tout le monde finisse par arriver, on va se donner une petite minute. Vous allez essayer de deviner parmi les magnifiques pochettes de disques, on en a des pas assez connus, le bowling entre copains. Le petit Bob avec sa première meuf. Le Eric Clapton en train de lire des BD. C'est la première fois qu'on a une image avec un artiste qui joue. Jouer avec le flou. Voilà quelque chose qui est tout à fait inattendu. Le groupe qui va changer la façon de faire des pochettes. Là, on mélange Dieu la photo collage avec du dessin. C'est une piste pour ceux qui veulent dessiner. Le petit album censuré. Voilà, censuré à droite et sans la censure à droite toujours. Des chiottes sur une pochette de disque, ça se fait pas. La légende absolue du même groupe. J'expliquerai en quoi. L'artiste connu numéro 2, parce que ce n'est pas le premier à le faire. La déconnade des Who, si vous avez des anti... et puis des choses censurées. Voilà, quand on a deux vierges avec Yoko et John, ben c'est quand on ouvre la pochette, on a une surprise. Et pas petite, devant, derrière, on a les deux. Et quand on va un peu plus loin, voilà encore une légende, on peut s'amuser à traverser la rue, on va finir par découvrir qui vous êtes. On peut faire une petite blague avec les Red Hot Chili Peppers, si vous avez l'occasion d'écouter ça. Ils se baladent avec une chaussette sur la quéquette, ça permet de ne pas être censuré. L'album des Rolling Stones qui va jouer avec tous ces éléments de photo-montage. Une merveille qui pourrait vous faire penser aux graphistes suisses d'hier. Ça a rapport. Un jeu de photomontage qu'un surréaliste aurait pu assurer. La photo dans sa meilleure forme, Mapplethorpe. La musique électronique et l'invention du look. Un jeu génial sur l'ambiguïté sexuelle et puis sur la force de la musique. Le côté pas connu de cette pochette très connue. Les Dead Kennedys, le punk américain, parce que les punks sont aussi américains. On peut avoir très mauvais goût pour faire des pochettes merdiques, c'est tout à fait possible, et George Harrison le prouve. Quoique Iggy le rejoint un petit peu. À force d'embaucher des graphistes, ce n'est pas une bonne idée. Se mettre en prison soi-même, c'est raconter quelque chose sur la condition des Noirs américains. S'associer à des graphistes, dessinateurs, c'est pas mal. Jusqu'à imaginer une image qui devient elle-même culte. Si vous n'écoutez jamais de rap, écoutez ça. GZA, ça va vous faire quelque chose. Si vous n'écoutez jamais de musique électro, commencez par ça, c'est bien, Daft Punk. The Cure, on peut jouer avec l'image elle-même. Julien Casablanca, sur des choses très très récentes, les pochettes de disques, Janelle Monáe, on peut avoir une création qui part de ce que je vous ai raconté hier. Toc, tout le monde entre dans la danse. Alors la petite introduction, ça consistait, on est dans l'épisode 3, déjà, sur 70, hein, calmez-vous. À la fin, je finirai par des blagues de Toto, j'ai l'impression, si j'ai plus rien à dire du tout. Je voulais situer en 5 chapitres ce lien entre le moderne et le contemporain. Comment on passe, on va dire, des années 30 aux années 60-70. L'après-guerre est considéré comme le contemporain en art. Quel glissement il y a eu. Comme j'ai fait ces épisodes de 1800 à 1930, je révise beaucoup pour voir ce qui s'est passé avant. Je vais remonter avant parce que cette société industrielle qui fabrique beaucoup d'images, c'est celle-là que je veux décrire dans ces 5 premiers chapitres. J'ai appelé ça un monde d'images, un endroit où il y a beaucoup d'objets qui circulent. Et publicité personnelle, j'ai inventé donc cette petite encyclopédie des objets invisibles, des objets dont on ne parlerait pas. Et cet objet d'aujourd'hui, c'est la pochette de disque. Et j'ai appelé ça l'image d'avant l'image parce que dans cette petite vidéo que j'ai faite et qui est sur YouTube, ben finalement, la pochette a été inventée dans les années 30, c'est pile, c'est 38 exactement,
pile notre sujet. Un objet de la vie de tous les jours. J'ai parlé hier du graphisme, des textes, des affiches qui se diffusent, qui se retrouvent un peu partout. J'ai parlé le premier jour du photojournalisme, c'est-à-dire d'images qui vont être dans notre vie, saturer l'espace dès les années 30 et qui font que cette société ressemble encore à la nôtre. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est qu'en jouant avec le lien entre art savant, art reconnu dans les livres d'art, toujours jeter un œil sur le Bernard Blisten du XXe siècle, ou en plus ancien, l'aventure de l'art de Ferrier, eh bien, vous aurez une surprise simple que je vais essayer de combler maintenant, c'est qu'il n'y a rien sur les pochettes de disques. Parce que finalement, la pochette de disque, ce n'est pas un objet d'art, c'est un objet de la vie de consommation. Et cette question de qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'est pas de l'art, on va en parler dans ces 5 morceaux, en fait. Comment un objet qui circule, comment un objet même qui n'a pas de valeur, ou pas beaucoup, il a juste la valeur, c'est la musique que vous achetez, pas la pochette, va devenir un lieu de création outsider. C'est ça que je veux expliquer à chaque fois, c'est que dans ces années 30 à 50, je vais pousser un peu plus loin après, dans ces années 30 à 50, cette diffusion de l'avant-garde dans les objets de la vie de tous les jours fait que dans la presse pour les photos de presse, dans le graphisme, les affiches, les couvertures de livres, on l'a vu avec l'école suisse de graphisme des années 30-50, et aux États-Unis aussi, et ce n'est pas aux États-Unis que ça s'invente, il y en a un petit peu avant, mais c'est aux États-Unis que ça va se créer vraiment la pochette de disque. Finalement, je me suis intéressé à ce sujet parce que moi, le premier, c'est pour ça que j'ai donné ce titre-là, la pochette de disque, c'est ce que tu accroches chez toi quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Quand c'est la première fois, voilà l'inventeur, Steinway, quand tu punaises sur les murs, le peu de photos que tu n'as pas d'œuvre d'art, tu n'as pas d'argent pour ça, la pochette de disque, elle a une histoire qui est étudiée un petit peu dans quelques livres anglo-saxons. En France, il n'y a quasiment rien. C'est pour ça que j'ai appelé ça encyclopédie des objets invisibles. C'est pour ça que je vais aller moins vite aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais finalement, le rapport, la circulation de l'image, vous le voyez, hein, tout le monde comprend le principe. On va diffuser des images. Il faut avoir l'idée de l'inventer. Il faut surtout avoir l'idée, c'est là où il y a un peu de philo caché, qui échappe à l'histoire de l'art. Il faut avoir l'idée, et l'exemple de Stravinsky ici est très bon, sur la pochette de Steinway, on est en 44, il faut avoir l'idée d'associer une image à de la musique. Image, musique, hier on a dit texte, image, aller-retour entre les deux, dans les images narratives, tout comme dans les affiches. Est-ce que le Sacre du Printemps, c'est une bonne idée de mettre une petite statuette qui possède posé sur elle un corps humain, qui possède un graphisme derrière et un graphisme encore plus simplifié? Alors la réponse, elle est facile. Vous avez compris que comme on est sur un objet qui est de diffusion, il n'y a pas d'études sur ça. Je suis le premier à raconter ça finalement. Je vais le montrer, un site qui s'appelle Néoprisme qui travaille sur ce sujet-là depuis longtemps. Je ne suis pas le premier dans le sens où je serais extraordinairement le premier. Ça m'intéresse parce que finalement, il y a 2 enjeux qui se télescopent. L'image va devenir tellement importante que vous comprenez que Warhol, à la fois quand il crée des images, il va s'intéresser à cette reproductibilité des images, cette circulation, mais également, Warhol va finir par faire des pochettes de disques lui-même parce qu'il se rend compte, il n'est pas le seul, que c'est un support merveilleux pour diffuser à plein d'endroits, dont notre petit Bernard qui devait en collectionner quand il était tout petit, je ne le connais pas, mais je suis sûr. Donc, ce que ma petite émission, elle dure 5 minutes, vous pouvez la regarder, et puis vous pouvez vous abonner à la page, c'est que finalement, avant, la musique, elle se diffuse, en fait, elle est partout, mais elle est, entre guillemets, à l'oral. Elle n'est pas enregistrée. On n'en a pas de traces tout de suite. On a des partitions qu'on peut acheter, qu'on peut diffuser, et puis on va pouvoir, dans ces partitions, ce sont des livres, il y a une illustration dessus. Ça, c'est sûr, mais quel rapport il y a entre les deux? Surtout ce Puccini-là qui est dans l'Ouest, c'est une merveille. L'image n'est pas forcément associée à la musique se diffuse par cooptation, on pourrait dire ça de cette façon. Qu'est-ce qui va se jouer dans cette capture de son? Edison est arrivé, on est dans la fin, en même temps à peu près que l'invention du cinéma, un peu avant. On est, on va dire, entre 1850 et 1895. Et cette idée de capter le son, ce n'était pas spécialement qu'on n'y arrivait pas techniquement, c'est que ce n'était pas forcément nécessaire. L'idée
de trouver un petit système de reproduction de l'onde sonore pour que, il faut à la fois l'enregistrer, il faut à la fois le diffuser, va avoir un succès incroyable et va changer le statut des artistes, le statut de la musique vivante, du spectacle vivant. Et cette question-là, alors là, en ce moment, on est au cœur de ça. Ce que je voudrais vous montrer tout d'abord, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est qu'en 1932, ce sont les disques Victor, voilà, Edison qui parvient à enregistrer l'ensemble. À quoi ressemblent les premières pochettes de disques? C'est ça. On a sur de la musique enregistrée chez Victor ou chez RCA, des livres, on pourrait appeler ça comme ça, avec des étuis dans lesquels on met la pochette. On voit écrit Victor, hein, cette maison de distribution existe toujours, qu'on range. Voilà un magasin, le disquaire Helen Guinness, un magasin ouvert par deux sœurs en 1936 dans le Wisconsin. Voilà à quoi ressemble le magasin de pochette, le magasin de disques plutôt. Pourquoi il ressemble à ça? Ben, tout simplement parce que je viens chercher la musique que je connais. Je l'ai entendue dans un concert. Et je dis bonjour, je voudrais Bizet. Et donc, la discothécaire, on pourrait dire, va chercher le disque, me le transmet. On le voit, c'est comme un album de photos. Et voilà pourquoi ça s'appelle un album. C'est-à-dire, on va conserver le son. Pas besoin de faire mieux que ça. On va trouver un système pour le diffuser. Et Edison va faire connaître son système de diffusion, le phonographe. Voilà un petit disque qui permet, il est conservé aux États-Unis dans un musée avec un pavillon qui permet de diffuser l'ensemble. Ce système de sillon, en fait, du gramophone qui fait que, petit devinette pour ceux qui ne connaîtraient pas, il n'y a qu'un sillon qui tourne. Voilà. On peut avoir des enregistrements qui vont se diffuser partout. Et voilà le célèbre Victor dont vous reconnaissez, l'image a été reprise après, un petit chien qui écoute en même temps. Voilà. Jusque-là, pas de pochette. Pas de pochette de disque, pas de couleur. Pourquoi? Puisque l'image n'a pas de raison d'être là. Chez Victor, on va faire une petite trouée qui va permettre... Alors, c'est déjà un début d'image, hein, les 78 tours, on peut les voir sur Gallica. En 1887, le gramophone concurrent du phonographe d'Edison de Berliner dépose une marque de disque, et finalement, le petit rond qui est au milieu... Alors, question, c'est ça que je développe plus dans la partie philosophique de la vidéo, c'est est-ce que ça, c'est une image? En tout cas, ça va se diffuser énormément, et on va le retrouver donc en achat chez... Guinness. Qu'est-ce qui va changer, qui va inventer la pochette? C'est simple, l'invention du livre-service. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans le magasin, il n'y a plus de vendeur, il n'y a plus de quelqu'un qui va, comme un bibliothécaire, aller chercher le document et vous le donner. Vous allez pouvoir choisir par vous-même. On va avoir cette idée-là parce qu'il y a une évolution après cette crise des années 30 des ventes. Et donc, on va commencer à chercher, pour ceux qui ont fait ça dans la vie, c'est une merveille qui n'en finit jamais. Aller chez mes copains de Crocodisque quand ça sera ouvert, c'est quand même l'occasion en face du Collège de France de voir et de chercher, puisque finalement, on est en train de regarder des images et quelquefois craquer sur une pochette parce qu'elle est belle alors qu'on ne sait pas la musique qu'il y a dedans. Cette ambiguïté, cette tension, vous avez compris que c'était à la fois une diffusion en grosse quantité pour tout le monde et pas étudiée par l'art, c'est assez intéressant comme question même. Qui va changer ça? Alex Steinway. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore ses parents de Varsovie ou de Lettonie, ils arrivent à Manhattan, il fait une école d'art, il va être embauché comme directeur artistique chez Columbia Records, et il va dire un truc tout simple, il va dire mettons une image sur le disque, et ça va se vendre mieux. Ça va tellement se vendre mieux, il a fait des milliers de... On va voir le chiffre exact, c'est en 38 qu'il est embauché, c'est en 44 que ça se développe, et on va regarder ça de près. Vous avez vu, il y avait un petit clin d'œil à notre graphiste suisse. Qu'est-ce que ça donne comme différence? C'est que le passage de cette musique juste emballée avec un tampon, la marque, qui est le garant de la qualité de l'ensemble, c'est presque pas graphique. On pourrait dire qu'il y a un peu de graphisme, pas beaucoup d'images. Un petit coucher dans le foin, on a des débuts d'amorce d'images. Voilà, Steinway, c'est écrit en haut, a produit plus de 1000 pochettes. Qu'est-ce que ça va changer? C'est la première officiellement de toutes les pochettes de disques. Il va avoir l'idée, et vous voyez comme c'est très drôle parce que c'est à la fois un enregistrement, donc on voit le lieu où ça a été enregistré, le haut-vent du lieu d'enregistrement, mais on voit aussi le graphisme du sillon qui est caché derrière. Et donc on va se balader, je vous propose ça. C'est à la fois
un truc tout à fait gourmand, regarder des pochettes de disques et regarder comment, à l'intérieur de cette histoire, il y a des familles de graphistes purs, des familles d'illustrateurs, de photographes, et des familles d'inventions dans lesquelles les graphistes entre eux vont jouer à se répondre eux-mêmes, dans un univers qui est complètement hors de l'art. Et ce qui m'intéresse dans ces 5 parties, c'est de montrer comment cette quantité d'images partout, eh bien, comment cette quantité d'images va nourrir l'ensemble. Le petit qu'on vient de voir, il n'était pas à sa place. Voilà ce qu'a comme idée Steinway. Il va jouer avec le graphisme, jouer avec la couleur comme élément d'accroche, jouer avec certaines illustrations. Le petit clin d'œil, on le verra après, au Pink Floyd, ils ont dû regarder cette pochette des années 40. Voilà tout ce à quoi travaille Steinway. On pourrait en faire des inventaires complets. Voilà. Steinway a pris l'industrie d'assaut et est devenu le symbole de la promotion de Columbia. Les clients ont adoré, ils en redemandent, dit Pat Dolan en 1941, le directeur des ventes. C'est-à-dire, finalement, l'image va servir d'accroche pour donner envie aux gens d'acheter. L'image parce qu'elle est colorée, l'image parce qu'elle reprend, on en a des exemples dans cette espèce d'inventaire merveilleux anglais de pochettes de disques. Les quelques livres en français sont plutôt des livres de collectionneurs, en fait, de cotes pour savoir qui a quelle vertu. Mais finalement, dans mon art outsider, vous pourriez me dire, on sait que c'est bien et que c'est génial. Non, pas de signature. Ça, c'est un beau symbole de quelque chose qui n'est pas encore de l'art. Steinway va les signer. Jim Flora, qui arrive juste après, va les signer. Mais on a souvent des difficultés à savoir qui est le photographe, qui est le modèle, qui est le graphiste. Le photo, illustration et graphiste, ce n'est pas la même chose, vous l'avez compris. L'image qui est ici est une merveille de simplification de piano. Vous voyez à quel point le travail du Bauhaus, le travail sur le graphisme qu'on a vu hier, va nourrir l'ensemble. Et puis ce qui est drôle, c'est que Steinway, il a tellement de boulot, ça marche tellement bien son histoire, qu'il va devoir embaucher un autre type qui s'appelle Jim Flora. Et Jim Flora, ça aussi c'est une merveille, on dirait du Björk. Jim Flora, alors on est plutôt, vous vous doutez, dans les années 30-40 sur du jazz. J'en parlerai les jours prochains sur des musiques qui sont tout à fait invisibles, c'est-à-dire toute la musique de blues, toute la musique noire, on appelle ça les race records, c'est-à-dire race, la race, non pas à être distribués dans les endroits pour blancs. Et donc, on a très très peu d'images de bluesman, très peu de photos d'eux, parce que ils ne sont pas dans ce qui est visible, en fait, ils sont invisibles. Ils ont été rendus invisibles en ne les prenant pas en photo, en n'ayant pas accès à ça et en ne diffusant pas ces images. Et les premiers disques de blues restent longtemps sans pochette. On est plutôt sur un jazz et de la musique classique. Un jeu avec le graphisme, un jeu avec la typo, avec l'écriture et des chocs de couleurs, avec des choses qui sont très reconnaissables. Et donc, Steinway va embaucher Jim Flora, que voilà, dont vous allez reconnaître le style immédiatement, j'en suis certain. Il est plutôt illustrateur, lui. C'est-à-dire, il fait des dessins, on pourrait dire, un peu dans l'esprit du Miro, qui a aussi traversé l'Europe pour fuir l'Allemagne. Ça, j'en parle après-demain, sur les grandes capitales, sur le fait que la distribution de la guerre et de la colonisation va changer le centre de gravité et la façon de faire de l'architecture notamment. Miro est allé aux États-Unis, il a nourri par son travail notamment, vous voyez cette petite illustration de Flora, elle date de 63, les surréalistes vont nourrir littéralement, le Bauhaus et les surréalistes vont transformer la façon de faire de l'art aux États-Unis, ils vont l'intégrer et cette avant-garde va nourrir cette société marchande dont je parlais. Voilà les pochettes de Jim Flora qui, elles, sont signées et qui, par le côté espiègle, vous rappellent évidemment des pochettes. Vous voyez, on est chez RCA Victor, toujours le même système. Si on regarde bien, si je prends au sérieux 2 secondes ça, parce qu'il y a un petit côté rigolo, il y a un petit côté clin d'œil, parce que les personnages sont en train de sauter, ils sont en train de vivre de façon un peu dynamique. Vous pourrez me dire, vous n'oseriez pas, en plus je vous ai coupé le micro, mais c'est un truc un peu rigolo. C'est une illustration. Mais il y a un truc qui m'intéresse, si on se penche 2 secondes dessus comme un vrai prof d'histoire de l'art, c'est que le graphisme, c'est à la fois du trait de crayon, à la fois des éléments stylisés,
à la fois des aplats de couleurs qui ne suivent pas forcément la forme. Vous voyez, une main rouge, une main verte, on pourrait penser que c'est l'ombre, la lumière, pas du tout. Il a une ombre portée qui fait un graphisme qui vient redoubler l'ensemble. Il a tout un jeu de stylisation de formes remplies, vides, re-remplies. Et le Jim Flora, il intègre de la typo, des petits cadres à l'intérieur qui font penser que le New Orleans Jazz de Kid Ory et son Creole Jazz Band, vous voyez, on a une lecture qui fait que c'est Kid Ory d'abord, mais si on part de la gauche, New Orleans, puis je descends. C'est-à-dire un système de rythme de lecture qui va jouer comme en bande dessinée, comme en affiche, mais d'une façon très particulière. Voilà, Jane Krupa, Benny Goodman, dont les spécialistes se disputeront de dire si c'est jazz ou pas jazz. Même chose pour Miller. On ne va pas se disputer, je préfère couper les micros. Écoutez ça, c'est une merveille. Un mambo pour les chats, c'est l'occasion de dire coucou aux chats qui me regardent et de faire un clin d'œil à ce qu'on va retrouver dans cet univers jazz, presque comme une légende en fait, sur lequel vont jouer beaucoup de créateurs. Troisième créateur après Steinway qui joue avec la typo, avec Jim Flora qui joue avec le graphisme, on est dans les années 40-50. Vous voyez comment ça déteint sur votre cerveau depuis bien longtemps. Et comment, c'est pour ça que je dis que je suis le premier, c'est je n'ai pas d'informations, j'en cherche sur les créateurs, je cherche la façon dont, là c'est plutôt le distributeur de disques, donc Steinway et Flora vont avoir liberté de mettre ce qu'ils veulent comme musique. On n'est pas encore dans un moment où finalement ce sont les musiciens qui vont décider, rien du tout. La troisième étape, c'est pour ça qu'on n'a pas de trace, c'est que qui va décider comment cette image est choisie? Le distributeur, le producteur. Par contre, est-ce que les artistes peintres, est-ce que les architectes, est-ce que les dessinateurs ont dans les mains des disques comme cela? Ben oui, on est obligé de le dire. Mais quel impact ça a sur leur travail? On n'en sait rien. Voici, ma fortune est faite et ma carrière va commencer. Troisième créateur, William Claxton, on est dans les années 50, 56, là, vous voyez sa tête ici, est un remarquable photographe de jazz. Il faut dire que le jazz, clope, ambiance alcoolisée, instruments avec des formes un peu différentes, on a de quoi faire. On s'est amélioré dans la prise de vue photographique avec peu de lumière, et Claxton va suivre des artistes de grand intérêt qui vont passionner Bertrand Tavernier à peu près partout où il se trouve. Ce que Claxton apporte, c'est l'idée de mettre de la photo sur les pochettes de disques. Et vous vous en doutez, vous pourriez faire de la divination artistique en vous entraînant pas mal. C'est ce qui fait que Léonard de Vinci va passer à la peinture à l'huile après avoir laissé la fresque. On a tellement fait de fresques qu'un petit peu de peinture brillante, ça va plaire à tout le monde. Voilà. Pour trouver, comme dit Cocteau, la mode est tellement moche qu'on doit en changer chaque année. Les pochettes de Claxton, j'aime mieux finalement ces images, même s'il y en a des quand même très très belles. Faire poser Sonny Rollins avec son saxophone comme s'il tenait un pétard, un pistolet en plein ouest, ça me semble pas être la meilleure idée de Claxton de tout. Ah ben, il y a un petit Steinway qui s'est baladé par là. Mais le fait de basculer de l'un à l'autre, mais voilà, c'est lui que je voulais montrer. Image de Claxton, le merveilleux Chet Baker. Vous avez l'occasion avec ces trois-là, déjà, Steinway, Claxton, vous diriez, on en a pour notre argent. Pas du tout. Avec le jeu de la photo, en France, Francis Wolff, il part aux États-Unis, il va prendre en photo le petit monsieur Coltrane pour une session Blue Train en 57. On a une photo, il est en train de réfléchir, il hésite un peu, on a un hors-champ sur la gauche, un type qui est coupé, un micro en énorme, on est un peu du dessous. La photo est merveilleuse. Ça pourrait suffire à faire notre bonheur, la photo de Francis Wolff. On va être beaucoup plus heureux que ça parce que Red Miles, c'est le graphiste qui va travailler pour Blue Note et qui va aller encore plus loin que les trois précédents, c'est que Red Mills, c'est écrit là-haut, R-E-I-D-M-I-L-E-S, on est entre les années 20, il meurt en 93, hein, c'est tout à fait notre époque, va avoir l'idée de transformer l'image. Difficile, elle est plus belle celle-là, mais celle-là, elle est pas mal quand même. La rendre toute bleue,
mettre le titre d'un côté et de l'autre, serrer le titre vert sur la droite, il aurait pu le centrer. Red Miles va être le premier qui va créer, on pourrait dire, un design global pour cette collection Blue Note, qui fait que même si vous n'écoutez pas de jazz, vous allez finir par dire, mais c'est super beau Blue Note. L'image est très belle, on pourrait dire, les photographes vont le dire, certains, oui, mais ma photo, elle était mieux, et tu l'as piratée en la rendant bleue, en la coupant, tu ne m'as pas demandé. C'est vrai. Par contre, en faisant ça, en jouant avec des cadres, vous avez vu, c'est une petite tendance de Red Miles, toc, il met Miles Davis tout en bas, avec un grand vide en dessous, au-dessus, très très beau, la typo qui vient presque border l'ensemble, qui fait comme un chapeau, et le O, le point du I qui rappelle sur Blue Note. Une merveille de simplicité qu'aurait plu aux graphistes suisses. Un jeu avec les rectangles dans des rectangles. Il aurait pu mettre l'image, elle est très belle aussi en très grand, de Bird. Pas besoin, on est en 67, c'est plus tardif. Et une merveille d'audace qui m'a servi de repère pour cette séance. Le moment où on peut se payer une image pour pas cher en achetant un album, on a une photo qui était merveilleuse quand même, qui est là, de Anderson. Il est assez gonflé, Red Miles, pour en avoir fait un petit point. Bon, je serais le photographe, j'aurais gueulé. Mais finalement, in and out, c'est d'une audace de simplicité folle. D'ailleurs, le graphisme lui-même, sans la photo, était déjà assez audacieux. Ça donne du mouvement. On parle de la gauche, la flèche pointe vers le haut, puis comme un point d'exclamation, on redescend, puis vient chercher la simplification du end. Le i refait un appel avec Blue Note. Ça repart ici, mais comme c'est parallèle des deux côtés, hop, ça traverse. C'est comme si c'était une éclaboussure qui sautait et ça ressort par la droite. L'énergie du graphisme, j'aurais pu la citer hier, elle suffit sur un fond blanc à ressortir énormément, à suggérer l'image et l'ambiance musicale. On n'a pas besoin de cette petite photo et finalement, elle est quand même une petite chose supplémentaire. Le titre en rouge fait qu'il peut être tout petit, il va y avoir un appel suffisant pour regarder et puis le reste dans les crédits. Toujours Red Mice avec Blue Note. Toujours Red Mice avec Blue Note. Une grande audace de décalage entre le visage du musicien et son instrument. Le décalage avec les cadres, vous avez compris qu'il aime bien ça. Ça nous fait 4 beaux créateurs déjà. Et puis si on rentre dans la deuxième partie et dernière de mon histoire, cette diffusion-là, vous voyez qu'il me sert de fond d'écran, le Red Miles, ceux qui vont le plus travailler sur ça, c'est ces 4 petits gars de Liverpool. Il y a une enquête que j'ai commencée depuis un moment et qui se révèle intrigante, c'est que beaucoup de musiciens anglais ont fait des études dans des écoles d'art. On a énormément développé dans l'après-guerre cette sensibilisation à l'art. C'est quand même un truc et il fallait penser, chercher, c'est quand même pas commun. Je me suis dit, tiens, mais ils sont tellement doués à faire attention au look qui va arriver bientôt, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, à faire attention au graphisme, à inventer, c'est pas eux, c'est leur manager, une coupe de cheveux qui fait qu'on les reconnaît immédiatement, que ces gens-là ont une sensibilité qui doit bien venir de quelque part. Je développerai plus tard sur 2 pochettes légendaires des Beatles qui vont avec mon explication d'aujourd'hui, puisque ce sont 2 artistes très très connus du pop art anglais qui vont travailler sur ça. Voilà. Le Revolver, dont on dit certains que ça serait le meilleur album, ça serait l'occasion de se disputer, c'est Klaus Voormann qui dessine. Donc on a des photos des Beatles eux-mêmes qui se mélangent à des dessins des Beatles par Voormann, à des grands visages des Beatles. Un jeu, je l'ai dit, je le redis, comme ça vous pourrez frimer samedi soir où vous serez entraîné, un jeu de, on va dire, translation de graphisme. Il y a on passe d'un graphisme à un autre, d'un univers d'écriture à un autre, entre plusieurs médias finalement. On est dans la photo, on est dans l'illustration, parce que vous avez vu que les yeux sont des vrais yeux collés. Ce qui fait à la fois flipper et qui à la fois est une sorte de richesse qui permet de découvrir des tas de choses qui sont cachées. Parce que c'est aussi le principe d'une pochette, c'est à la fois un poster, là elle est dépliée en 2, c'est pour ça qu'elle n'est pas un rectangle, et vous avez compris que c'était l'envie de RCA de faire une pochette pour mieux vendre, mais finalement, je
pourrais aller plus loin dans la réflexion philosophique. Pour qu'il y ait image, il faut d'abord qu'il y ait un support pour que l'image se pose. C'est pas seulement parce qu'on a besoin d'elle, parce qu'elle attire le monde, parce qu'elle est sexy, colorée, inattendue, et qu'on vend des millions de fois plus fort. Quand Steinway développe les ventes explosent de 400%. C'est quelque chose de redoutablement important. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une surface pour ça. Et ceux qui ont vu passer du 33 tours au CD se rendent compte que la diminution de la taille a changé quelque chose à notre rapport à la musique. Et le retour du vinyle n'y est pas pour rien. On a à la fois le plaisir encore de... Je montre ça parce que je n'aurai pas le temps plus tard, mais en 67, alors qu'ils sont à leur sommet et qu'ils sont vraisemblablement en train de produire le meilleur album de leur carrière, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, ils ont une idée tout à fait extraordinaire de créer un faux groupe qui ferait une chanson presque continue dans laquelle il n'y aurait pas d'interruption. Et donc, ils sont costumés de cette façon-là. Ils s'adressent parce qu'ils connaissent. Ils ont voyagé un peu en Angleterre et aux États-Unis. Mais en Angleterre, ils sont copains avec un galériste qui leur présente le plus grand artiste du XXe siècle. On y va fort. Anglais, on pourrait dire presque du XXe siècle tout court, qui c'est Richard Hamilton. Richard Hamilton va créer, j'aurai l'occasion d'essayer de prouver pourquoi, hein, le voilà. Des petites figures, ils font une liste. Voilà, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Tony Curtis, des gens, il y a Marx, il y a des philosophes, il y a Edgar Poe, il y a Hitler, au dernier moment, ils ne le foutent pas, ils se disent ça craint. Il y a des sculptures qui viennent de chez Tussaud, la compagnie de statues de cire, qui sont les sculptures des Beatles eux-mêmes. On a une espèce d'inventaire invraisemblable qui va tout à fait, on a tiens Bob Dylan, qui va tout à fait avec notre histoire, c'est-à-dire dans un monde d'images, qu'est-ce qu'on peut faire de plus rigolo? Et Richard Hamilton est très bien placé pour ça. On peut créer une espèce de légende d'un faux groupe qui jouerait avec son image et qui serait, ça n'a pas été retenu, vous voyez, le groupe en cire est là, le groupe de en vrai mais faux est là. Le sommet du début de la paranoïa commence notamment avec cette pochette de disque, parce que tous ceux qui veulent voir des signes cryptés cachés en ont trouvé dans tous les sens. Il semblerait quand même qu'il y ait un petit peu des plans de joint au premier rang, des essais de pause pour s'y retrouver, et puis la pochette définitive. Un jeu de l'image dans l'image, un jeu de l'image, avec cet ensemble de toute l'image, puisque quel est le point commun entre Oscar Wilde, Marlon Brando, Tony Curtis, Marx, Hardy, Marilyn Monroe? Le monde des images dans lequel nous sommes. On est en 67, mais depuis ces années 30, cette bascule du moderne, faisons table rase du passé, cette créativité qui était plutôt révolutionnaire, on le disait avant, en Europe, quand elle se diffuse dans le monde, et c'est ce qu'on est en train de vivre et que je vais commenter encore après-demain, avec ces grandes capitales qui se développent, cette diffusion un peu partout, fait qu'on habite dans un monde d'images et qu'on va attendre des artistes qu'ils créent contre ça. Alors l'album blanc, certains disent que c'est le meilleur album des Beatles. Et ce qui est merveilleux, et c'est pour ça que j'ai besoin de parler de cet album, c'est que c'est un autre copain pop artiste dont je vous parlerai juste après, quand on parlera du pop art anglais, lui aussi. Et son idée, vous allez me dire, c'est un peu le degré zéro de la pochette de disque. Oui, mais après ça, venir avec juste les Beatles, on est en train de basculer, j'aurai l'occasion de montrer mieux en quoi ça consiste, dans un monde de collage du pop art vers ce que sera l'art minimal et l'art plus conceptuel. D'ailleurs, on verra, j'y insisterai beaucoup parce que c'est une période qui est très très importante, on verra à quel point les pop artistes sont proches du mouvement conceptuel, à quel point le travail en Angleterre de Hamilton, aux États-Unis de Warhol, de Oldenburg, et bien à quel point il est proche de la réflexion. Alors, un petit repère, parce que certains ont dit que c'était sans doute Abbey Road le meilleur album des Beatles, et puis j'ai exagéré en disant qu'on pouvait peut-être dire qu'il y avait du complot, des sortes de signes cachés un peu partout. C'est encore pire parce qu'on s'est demandé qu'est-ce que
les deux que j'ai cités avant, Richard Milton, c'est Peter Blake qui a fait la pochette également. On s'est demandé pourquoi McCartney avait les pieds nus. Sur certaines photos, il ne les a pas, et puis au dernier moment, il les a. Pourquoi il est une clope Ce serait l'annonce de la disparition de John Lennon. Qu'est-ce qui est rigolo dans ça? C'est pas de penser que tout le monde raconte des trucs et s'invente des films. C'est qu'on est dans un tel univers de signes, nous expliquera Roland Barthes dans 2 cours, on est dans un tel univers de signes. Ah non, c'est demain, sur les stars. Eh bien, qu'il y a de la signification qui est partout, 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 partout. Alors, j'ai dit que c'était une balade beaucoup plus calme, beaucoup moins speed que la fois d'avant. J'en suis là. Le maître du pop art américain, dont on ne parlera pas tout de suite, est d'abord un illustrateur, Andy Warhol. Il est d'abord un illustrateur pour des chaussures, pour des magazines pour femmes. Il fait des merveilleuses pochettes comme celle de Count Basie qui est en bas. Et puis, il va, dans son sens du travail sur l'image et sur le décalage avec l'image, voilà, faire des pochettes pour Valovich, qui n'est pas la plus connue, 64, il a fait quand même beaucoup de pochettes, des dizaines de pochettes. Il a une façon de travailler redoutablement efficace. Il fait de la photo, de la peinture, il arrête de faire de la peinture, il fait de la vidéo, il fait de la télé. Il va monter ce groupe avec le petit Lou Reed au milieu. Il va faire venir Nico à droite dans le Velvet. Et la rencontre avec Lou Reed et Nico va être une merveille pour produire des choses invraisemblables. Et il va donc produire quelque chose d'invraisemblable, à la fois parce que on a une banane, le degré zéro de la créativité graphique, une photo stylisée, j'en parlerai demain, comment c'est fait la sérigraphie, un système de reproduction industrielle repris, mais ça va plus loin. Avec Warhol, il fallait s'y attendre. La banane elle-même est un autocollant. Et donc, quand je retire l'autocollant, qu'est-ce que je découvre? Ouh là là, il y a écrit pelez doucement et regardez. Donc, quand tu as pelé ta banane de ton album du Velvet, il vaut moins cher que quand il y a encore l'autocollant. C'est une façon de jouer à rendre moins industriel l'objet. Voilà ce que Warhol est en train d'arriver à faire. On va essayer de créer des objets qui sont, ils sont industriels, on les distribue partout de la même façon, mais non, on va peut-être trouver des façons de faire qui vont personnaliser. Le même Warhol va nous faire une merveilleuse et de très bon goût braguette en réel qu'on peut descendre. S'il y en a qui ne connaissent pas bien cet univers, la bosse sur la gauche est une promesse de découverte si on a la maladresse ou l'aventure de descendre cette braguette. Parce que quand la pochette s'ouvre, alors la braguette se descend vraiment, c'est une vraie braguette qui colle dessus, c'est quand même toute une complication. Mais en plus, ce qu'on y découvre est quand même, on a mis du temps et la légende, toujours les légendes, on a pensé que l'objet en question appartenait à Mick Jagger, pas du tout, à révéler depuis dans ses mémoires Keith Richards. Elle est toute petite. Le même Warhol va plus tard jouer avec des images qu'il a faites et le graphisme qui vient surligner, décaler la photo. Finalement, Warhol va plus loin que ce qu'on a vu jusque-là. On est dans les années 60. Et je vais vous en montrer encore 4, tout à fait simples, et qui jouent sur quelque chose de beaucoup plus alternatif dans une contre-culture qu'on va voir arriver. Voilà Sharp, créateur déjà d'une revue qui s'appelle Oz, qui est en Australie, qui va faire un gros scandale, et puis qui petit à petit va venir, après interdiction en 67 en Angleterre. Elle va être interdite aussi. Et d'ailleurs, cette 4e de couverture, c'est une sorte de gala de soutien avec Gene Vincent pour défendre... non, pas avec Gene Vincent, mais c'est le groupe qui s'appelle comme ça, pour défendre la censure par la police. Ce que le magazine Oz va développer, c'est cette chromie grâce à ce nouveau système d'impression. Cette chromie, on la retrouve dans les pochettes que fait Sharp, c'est-à-dire un jeu de collage. Un petit coucou à Madame Rivière sur le célèbre Bob Dylan, des pochettes pour Hendrix et des pochettes pour le merveilleux Ginger Baker, le batteur du groupe Cream avec Clapton et Jack Bruce. Des jeux de décalage sur la lecture, sur ce qu'il faut voir, sur le ridicule de la société de consommation. Voilà. Duchamp avait mis une moustache à la Joconde, on peut rajouter des bananes sur le côté, elle est en train de parler, elle est moche. Et finalement, cette contre-culture va être l'occasion, par le disque, c'est ça mon rebondissement,
Karl Schenkel, il est né en 47, en 67, il produit des choses pour un artiste qui est le plus intéressant après les Beatles sur ces sujets de société de consommation, Zappa. C'est-à-dire un artiste qui joue très bien de la musique, à la fois rock, à la fois il connaît la musique contemporaine. Et donc ses pochettes sont des jeux de destruction. Le voilà, il est beau gosse. Regardez le petit documentaire sur son travail sur Arte+. Avec son groupe Mother Invention, il va jouer de ce mauvais goût, décalage, arrêt de la musique, reprise, jeu d'effets, jusqu'à, vous la reconnaissez, c'est des sortes de pastèques au premier plan qui dessinent le mot Mother Invention, le faux groupe absolu avec Zappa en jupette et petite moustache. Finalement, l'univers des pochettes de disques est non seulement plus complexe que illustré, pas illustré, jeu entre typo et texte, il s'est créé une espèce d'univers de référence. La vraie légende, c'est Hypnognosis. Pour ceux qui sont fans de rock, ils savent très bien de quoi je parle. C'est Pink Floyd. On est en 68. Après les Beatles qui ont embauché à chaque fois quelqu'un de différent, les Pink Floyd vont systématiquement embaucher le même groupe. Vous voyez la complexité du niveau de l'image, finalement. On est dans des types qui sont là, mais ce n'est pas la même coupe de cheveux. Et il n'y a pas Photoshop à l'époque, les gars. C'est vachement plus compliqué. Voilà, l'image dans l'image dans l'image. L'album suivant qui vient illustrer le film invraisemblable Mort. Sid Barrett, c'est pas grave. Et puis voilà, jouer avec ce qu'on ne s'attend pas quand on a un album de musique audacieuse et créative. Une vache, non, ce n'était pas exactement ce qui était prévu. Le clin d'œil à Steinway, plus ou moins assumé, jusqu'à des pochettes qui voyaient un univers graphique qui sera un peu censuré après pour Led Zeppelin, ils ont aussi travaillé pour lui, et qui, quand on ouvre une double pochette, est assumé comme un poster que tu peux mettre chez toi. Complètement assumé. De son petit objet de recouvrement jusqu'à sa diffusion dans des grands endroits, la pochette de disque a pris son autonomie, et c'est ce nom qui scoltine à vous le raconter.